D'abord, juste un mot pour vous dire qu'on va passer d'une analyse historique et scientifique de ce matin à quelque chose de beaucoup plus subjectif, puisque je vais vous parler en fait de quelque chose que j'ai vécu et j'essaie de réfléchir à ce que j'ai vécu, pourquoi ça s'est passé comme ça, par rapport aux questions qu'on m'avait posées sur la légitimité et donc le succès de temps présent. Alors je crois qu'il y a la première raison, vous l'avez évoqué, c'est la diversité des sujets. C'est pas innocent que continent sans visa deviennent temps présent. Continent sans visa, c'est le reportage étranger, c'est l'évasion, c'est l'exotisme. Temps présent, c'est, comme vous l'avez dit, ce regard beaucoup plus tourné vers l'intérieur, vers le fait de société. Traiter du fait de société de manière aussi importante à l'époque, ça n'allait pas de soi. On partait quand même d'un journalisme beaucoup plus politique, beaucoup plus traditionnel, où il y avait la politique et le fait divers, pour dire les choses simplement. La notion du fait de société s'est vraiment imposée à ce moment-là. Et de la part des créateurs de temps présent, ça a été vraiment un coup de flair assez remarquable de sentir ça. Et ça a été une marque constante du magazine. Je ne vais pas m'étendre sur cet aspect-là, je vais m'étendre sur le deuxième aspect qui, à mon avis, explique le succès et la légitimité de temps présent, c'est, je dirais, le recul dans le traitement des sujets, qu'on peut aussi appeler qualité journalistique et cinématographique. Comme je l'ai déjà dit ce matin, temps présent, je dirais, a en quelque sorte transformé en vertu les handicaps de la production télévisuelle. L'instrument télévisuel, en tout cas dans ces premières années, était d'une lourdeur extraordinaire. On avait 8 équipes à 4, mais pas seulement ça, il fallait développer les films, etc. Donc, cette lourdeur même, je dirais, a permis d'une part le travail en équipe et a permis de prendre du temps. Et je crois que c'est ce qui a expliqué en bonne partie la qualité et la marque de temps présent, comme d'autres magazines d'ailleurs. Une chose tout à fait fondamentale, c'est le double regard du journaliste et du réalisateur, c'est-à-dire dès la préparation. En temps présent, à l'époque classique, et je pense encore maintenant, peut-être un peu plus court, mais en gros, c'était 3 mois de travail. C'était 5 mois de préparation, 2 semaines de tournage, 5 semaines de montage et de finition. Donc, vous faisiez un temps présent, vous viviez 3 mois avec un sujet, avec un réalisateur, donc en enquêtant, en tournant, en faisant le montage, avec des échanges constants, des remises en question, etc., ce qui permettait évidemment d'aller très loin dans l'analyse d'un sujet. Donc il y a d'abord ce double regard qui est vraiment un élément très très précieux. Il y a eu des velléités à temps présent pour des raisons économiques, etc., de réduire les équipes à 4, d'avoir soit un journaliste réalisateur ou un réalisateur journaliste. C'était très à la mode un temps, ça existe encore, mais marginalement, et la règle, quand même, ça reste encore le journaliste et réalisateur, pour cette raison, notamment du double regard. Ce qui est important aussi, c'est les 3 phases de la production. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une phase de préparation, qui est l'enquête proprement dite. Le journaliste et le réalisateur, ce couple dont je viens de parler, va rencontrer les gens, lit, fait l'enquête. Après intervient la phase du tournage. Alors, avec la phase du tournage, on entend les pratiques et entre dans l'équipe 2 nouveaux personnages, le preneur de son et le caméraman, qui, à leur tour, amènent un autre regard et qui viennent en fait enrichir le processus. Et puis vient après la 3e phase, le montage, qui est aussi une phase très très importante, parce que le monteur, ou le plus souvent, en tout cas du temps du film, la monteuse, c'était souvent des monteuses, c'est en quelque sorte le premier téléspectateur, la première téléspectatrice qui découvre le sujet et les réflexions, les remarques des monteurs ont toujours été extrêmement précieux. Et moi, quand j'ai fait des temps présents, donc avant d'être producteur, j'ai toujours eu le sentiment qu'on refaisait 3 fois le sujet, qu'on le reprenait 3 fois. À la fin de la préparation, on avait une idée du sujet. À la fin du tournage, on avait une autre idée du sujet parce qu'on s'était soit chopé à des difficultés pratiques, des choses qu'on ne pouvait pas tourner, soit des découvertes, etc. Et après, au montage, encore d'autres choses. Et pour illustrer ça, j'aimerais vous raconter deux histoires de temps présent. Alors, l'une a un côté anecdotique et l'autre est anecdotique aussi, mais beaucoup plus profonde que ça. Le côté anecdotique, c'est le premier temps présent en fait que j'ai réalisé avec un réalisateur
Ça s'appelait la guerre du lait. On nous avait dit il y a des grandes batailles entre les grands producteurs de lait en Suisse. Faites un sujet sur la guerre du lait. Au départ, on n'était pas vraiment enchantés parce qu'arrivant à temps présent, je m'attendais à me trouver en Amérique latine ou en Océanie. Donc la guerre du lait. Et je ne vous parlerai pas de ce sujet, je vous parlerai juste d'une séquence. On avait entendu dire pendant notre préparation que certains producteurs de lait, ou même pas mal de producteurs de lait, laissaient traîner dans leur cuve des détergents pour éliminer des germes dans le lait qui leur permettraient de passer les tests de qualité de l'autorité fédérale. Et évidemment, en télévision, ce qui est à la fois un désavantage, mais un grand avantage par rapport à la presse écrite, tant qu'on n'a pas quelqu'un qui nous dit « je fais ça », ça compte pas. Je veux dire, on ne peut pas dire « on a entendu dire », ça ne suffit pas. Donc, on a cherché vainement, pendant toute la préparation, un producteur de lait qui serait d'accord de nous le dire. Il y en a qui nous le disaient, mais qui ne disaient jamais devant la caméra. Et c'est à 3 jours de la fin du tournage, tout d'un coup, je reçois un coup de fil d'une organisation avec qui j'étais en contact. Elle dit « un tel en Gruyère est prêt à témoigner ». Donc on annule notre plan de tournage, on court chez lui, on le filme, il nous raconte l'histoire, etc. Voilà, on est très content d'avoir cette séquence-là. Et on arrive au montage. Et au montage, en film, tout ce qu'on fait d'abord, c'est qu'on regarde les rushs, on regarde tout ce qu'on a tourné pendant le tournage pour après dégrossir, garder les meilleures versions, faire le plan, etc. Et on avait tourné une séquence, parce qu'il faut de l'image en télévision, il y a chaque année à Bulle, je ne sais pas si ça s'appelle la fête de la vache ou je ne sais pas trop quoi, enfin bref, un grand raout autour de la vache et du lait, où on est allé filmer un samedi. Et quand on était là-bas avec notre équipe, arrive du fin fond de la vallée un paysan habillé en armaï avec son troupeau de vaches. Une image extraordinaire. Alors on filme ce type pendant tout le temps qu'il arrive, etc., etc. Et c'est au montage qu'on découvre que ce type-là, c'est celui qui nous a raconté après qu'il mettait du détergent dans son lait. Alors vous imaginez la séquence que ça peut donner. Vous imaginez le choc que vous pouvez provoquer. Je veux dire, vous augmentez l'impact de cette séquence parce que c'est à la fois le plus traditionnel, le plus sage, qui est celui qui triche. Enfin, qui triche. Il nous explique pourquoi, d'ailleurs. Donc ça, c'est l'anecdote. Et puis l'autre exemple qui est encore plus parlant et beaucoup plus important et significatif et qui souligne d'ailleurs le 4e temps, je dirais, de la préparation d'un temps présent, c'est le visionnement. C'est une fois que l'équipe a fait son sujet, les producteurs visionnent. Et cela, c'est le premier regard critique du sujet, où des fois on fait refaire des retouches, etc. Alors, ce qui s'est passé, c'est décembre de la chute de Ceausescu en Roumanie. Et je me vois encore, j'étais donc un producteur de temps présent à l'époque, et on était dans notre bureau et on suivait à la télé les événements, les manifs en Roumanie, etc. C'était un 23 décembre, je m'en souviens comme si c'était hier. Et tout d'un coup arrive l'information, découverte d'un charnier à Timișoara. Et on ajoute même le nombre de corps. Et on ne dit pas 4 000, 5 000 ou 3 000, on dit, je ne sais plus le nombre, c'était un nombre au chiffre près. Et moi, j'ai eu un premier réflexe en entendant ce chiffre en disant, mais attends, ce n'est pas possible qu'on découvre un charnier et qu'on sache le nombre exact. Mais ce premier réflexe de recul, qui était en fait juste, je l'ai vite balayé parce qu'on était on était tellement dans l'enthousiasme devant ces images, devant l'histoire qui se passait sous nos yeux, etc., que j'ai oublié ça. Et puis, on a décidé avec le producteur de l'époque, André Gazu, il faut absolument qu'on envoie une équipe en Roumanie vite. Il faut saisir ça quand c'est à chaud, et on les envoyait à Timișoara. Et on avait l'intention de diffuser début janvier, autour du 7-8 janvier. Donc, ils partent le 23 décembre, ils reviennent, je crois, le 27-28 décembre. Ils font un premier montage, et on a visionné, c'était le 2 ou le 3 janvier. Et on arrive à ce visionnement, on regarde ce sujet. Gros malaise. C'était un sujet sans beaucoup d'émotion.
Et puis André Gazu, qui était mon coproducteur, qui lui avait énormément d'expérience du reportage, il avait été caméraman avant d'être réalisateur. C'est lui qui avait par exemple gagné la plus grande distinction américaine pour son reportage sur la mort de Robert Kennedy, il était à la caméra à l'époque. Gazu dit tout d'un coup, mais il explose, et puis il dit à l'équipe, mais qu'est-ce que vous avez foutu? C'est quand même pas possible. Vous arrivez dans une ville où on découvre un charnier de tant de personnes, et puis tout ce que vous nous ramenez, c'est plat. Il n'y a personne qui se révolte. Lui qui avait parcouru la planète, il dit, moi j'ai déjà été à des endroits pareils, mais enfin il se passe autre chose quand il y a un tel événement. S'ensuit une longue discussion, l'équipe disant, mais attends, on est désolé, nous on a fait ce qu'on a pu, on a capté ce qu'on a pu, etc. Et on discute, et finalement, en conclusion de la discussion, on se dit, il y a quelque chose qui cloche. Il y a un bug là-dedans, il y a quelque chose qui cloche avec cette découverte d'un charnier. Donc, on a fait réorienter le sujet, et notamment le commentaire, en disant, il faut faire un commentaire interrogatif. Il faut mettre en doute, il faut souligner ces aspects d'incohérence, etc. Donc, on a diffusé, début janvier, probablement, je pense, le premier sujet sur Timisoara qui prenait de la distance et qui disait tout ça, quelque part, est trop beau, enfin trop beau, ou trop laid pour être vrai. Donc tout ça pour dire que l'importance du temps, du recul, dans une vraie enquête journalistique et télévisuelle, qui était permise là par les rythmes de temps présent. D'ailleurs, la Roumanie, à mon sens, est vraiment un événement dans l'histoire de la télévision parce que c'est probablement le premier événement de grande portée, en tout cas européenne, où on a eu la caméra en direct sur les événements. Hein, les satellites étaient là, donc c'était plus simplement les journalistes qui allaient sur place et qui allaient dans un studio à Bucarest vous raconter les choses. Non, c'était en direct, la caméra branchée sur l'événement. C'est là aussi qu'on a découvert il y a eu des situations assez folles qui rappellent d'ailleurs ce que je voudrais raconter sur Timisoara, où on avait des rédactions en Europe, à Paris ou ailleurs, qui disaient à leurs journalistes sur le terrain, mais il faut aller là, il se passe ci, il se passe ça. Et puis le journaliste sur le terrain qui disait, mais non, mais moi j'y suis, il ne se passe rien. Et puis la rédaction m'a cité des cas, mais enfin Coco, nous on sait ce qui se passe, toi pas. Enfin vraiment le syndrome avec cette instantanéité de l'information, avec ce manque de recul, cette tendance à avoir des rédactions centrales qui en savent plus que les gens qui sont sur le terrain. Juste pour finir sur ce chapitre qui me tient beaucoup à cœur, c'est un des gros problèmes pour moi d'Internet, c'est que comme avec Internet tout vient, on ne va plus voir. Et si on ne va plus voir, je pense qu'on manque beaucoup de choses, je pense qu'on dit pas mal de bêtises, etc. Et je pense que la persistance de magazines comme Temps Présent, qui ont les moyens d'envoyer sur les journalistes sur place, je pense que c'est quelque chose de tout à fait central. Et c'est un des drames pour moi, en tout cas en Suisse romande, de la presse écrite, qui a beaucoup moins les moyens d'envoyer les gens, vraiment voir ce qui se passe vraiment. Donc pour dire, toute cette importance du recul sur les événements. Et puis le troisième élément que je traiterai très en vitesse, puisque Jean-Philippe Sépi est arrivé et puis qu'il aura des choses plus intéressantes que moi à dire sur Temps Présent aujourd'hui, notamment sur l'arrivée du numérique et les défis que ça pose à l'émission comme Temps Présent. Je crois que le troisième facteur de succès de Temps Présent, ça a été une politique de la chaîne vraiment volontariste de garder ce magazine à grande heure d'écoute. Une direction de la chaîne, il faut dire, qui a été aidée par le public. Et c'est un des exemples, à mon avis, où l'audimat a été favorable, parce que on a eu la preuve là que les gens regardaient Temps Présent, même à une heure de prime time, même sur 50 minutes ou plus. Donc ça a été un des facteurs de permanence de ce magazine. Faudrait s'interroger sur pourquoi les téléspectateurs romans sont tellement reconnus dans Temps Présent. Moi, évidemment, j'aurais tendance à dire que c'est grâce à la qualité journalistique de ce magazine. Je pense qu'il y a probablement des raisons plus profondes, mais je laisse
ce sujet d'étude aux universitaires qui sont à mes côtés. Je pense qu'il sera un sujet intéressant. Et voilà. Un mot encore, on m'avait demandé s'il y avait un lien entre la naissance de Temps Présent et du Conseil de la presse, parce que c'était un peu à la même époque. Alors, je suis désolé de vous décevoir, je pense que ça n'a strictement rien à voir. Le Conseil de la presse a été créé d'abord au sein d'une association de journalistes. C'est l'APS de l'époque, Association de la presse suisse, qui est devenue Fédération suisse des journalistes, qui est devenue après Somme, qui a mis sur pied le Conseil de la presse. Et ça a démarré, les premières discussions ont eu en 68. Il a fallu attendre 72 pour avoir un code, la Déclaration des droits et des devoirs, et il a fallu attendre 77 pour avoir un Conseil de la presse. Donc ça ne s'est pas fait tout de suite, et il n'y a aucun lien direct. Il y a peut-être un lien indirect qui est cette période de mai 68 où je pense effectivement que le journalisme a pris une nouvelle importance. Un nouveau sens de la responsabilité du journaliste par rapport au public, ce qui a sans doute favorisé l'émergence des déclarations, avec notamment la déclaration de Munich, qui est la mère de tous les codes déontologiques, qui date de 68, sauf erreur. Bon, alors cette période-là qui explique aussi, je pense, la naissance et l'orientation de Temps Présent, ça a été dit par d'autres avant moi, tout aussi bien. Voilà.